Salam alaikum, merci beaucoup. Moi aussi, je remercie le Khalid, mon ami, et toute l'équipe, bien sûr, de la PELIP pour leur accueil et pour euh, la qualité de ce congrès. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est un peu polémique. C'est le sujet sur l'antibiothérapie orale chez le nouveau-né. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui était d'actualité dans les années 80, même avant, et qui, comme tous les sujets qui ont fait un temps, reviennent de manière récurrente tant qu'on ne les a pas résolus de manière presque définitive. Alors, l'antibiothérapie orale, quand on parle de l'antibiothérapie orale chez le nouveau-né, on parle d'un certain nombre de critères, en particulier de l'efficacité, de la tolérance, est-ce que c'est une bonne alternative à l'antibiothérapie parentérale, quelles sont les indications et pour quels patients. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre quand on aborde cette situation. Et pourquoi d'abord cette question? Pour la simple raison que le sepsis chez le nouveau-né, il est responsable de 13% de mortalité néonatale. Et car la moitié de ces infections néonatales surviennent au cours de la première semaine de vie, et c'est la première cause, après la prématurité, de mortalité néonatale dans les pays à moyens limités. Et cette question nous incite à répondre de deux manières. Est-ce qu'on doit traiter tous les nouveau-nés dont les mères présentent des risques? Naturellement, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on doit traiter par quel antibiotique? Et puis, quelles sont les conséquences? Parce qu'on va faire un acte, on va donner un médicament. Quelles sont les conséquences de ce médicament? À la fois sur le coût, à la fois sur les risques de complications, et à la fois sur l'acceptation des parents, et surtout sur la prolongation de l'hospitalisation. Alors, quand on regarde un petit peu ce que l'OMS recommande comme antibiothérapie chez le nouveau-né, elle recommande la pénicilline et la gentamicine par voie intramusculaire dans les pays à moyens limités, je parle. Donc, intramusculaire, 2 fois par jour chacun, pendant 7 jours. Ça fait 14 intramusculaires. Naturellement, la question se pose de manière sérieuse. Est-ce qu'on peut trouver une alternative à cette situation-là? Cette antibiothérapie par voie parentérale, elle nécessite deux choses. Elle nécessite premièrement la disponibilité des médicaments et puis parfois une hospitalisation prolongée. Deuxième chose, c'est les pays à moyens limités, il y a énormément d'écueils. Le premier, c'est d'abord, est-ce que les gens n'ont pas des moyens de transport? Et puis, il y a un coût qui est élevé. Et puis, il y a certains facteurs culturels où les parents sont réticents à cette antibiothérapie par voie parentérale. Et la question qui se pose également, c'est quel enfant doit-on traiter ou peut-on traiter par voie orale? Cette question s'était posée déjà dans les années 70, puis en 1980, 90, 80, voilà, il y a eu des enfants qu'on a traités par voie orale. Je vous rapporte quelques expériences. Par exemple, l'expérience de Tours de 1990 de l'équipe de Logier. Et à l'époque, voilà, donc ils avaient traité de nouveau-nés par voie orale. Ce sont 2622 nouveau-nés qui ont été colligés. Les prélèvements bactériologiques ont été réalisés dans 40% des cas. 172 nouveau-nés étaient colonisés, parmi lesquels ils ont inclus dans l'étude 119 enfants. Il y avait deux critères principaux. Ce sont soit les enfants qui ont une infection possible, ça veut dire qu'ils ont un certain nombre de facteurs de risque qui étaient augmentés, et ou des infections ou des enfants pour lesquels il y avait une infection probable. Et ces enfants-là, ils ont été traités par voie parentérale selon les recommandations de la Société française de pédiatrie de l'époque. Ça veut dire par ampicilline et nétromycine dans un premier temps pour ceux qui ont une infection probable, ça veut dire des facteurs de risque élevés. Et une fois qu'on a traité pendant 3 jours, il y a eu à ce moment-là une évaluation prospective pour savoir est-ce que ce sont des enfants qui ont réellement une infection, ça veut dire un prélèvement central positif, auquel cas on a continué l'ampicilline par voie intraveineuse, et pour ceux pour lesquels il y a une
probable infection, mais on a trouvé qu'il s'agit plutôt d'une colonisation. Et là, il y a eu un relais, et non pas un traitement d'emblée, un relais par soit l'amoxicilline, soit l'augmentin pendant les 4 jours restants. D'accord? Pour les enfants qui ont une bactériologie négative d'emblée, il y a eu un arrêt des antibiotiques dès la 3e jour. Alors, pour ceux qui ont une infection possible, ça veut dire des facteurs de risque maternels qui sont faibles, il y a eu une surveillance dans un premier temps. On a donc identifié 2 types d'enfants, ceux qui ont une colonisation isolée, qui ont reçu une antibiothérapie par voie orale, voilà, et ceux qui ont une infection réelle ou qui ont eu un traitement par voie parentérale. Donc, cette étude, elle a montré quoi? Elle a montré d'abord que le traitement par voie orale en seconde intention était bien toléré, que l'efficacité était correcte, et ceux qui ont eu, il y a eu 18 sur 114 qui ont un traitement en première intention par voie orale, ils ont bien également évolué avec une tolérance qui est correcte. Sauf que les enfants pour lesquels il y a eu un traitement par voie orale d'emblée, est-ce que nous, actuellement, on les aurait traités? Probablement non. Voilà, donc c'est la question également qui se pose. Et on voit également, quand on regarde les germes-en-cause à l'époque, et même maintenant, c'est pratiquement moitié des des streptocoques et la moitié des Escherichia coli. Ce qui change énormément par rapport à ce qu'on va voir par la suite. Alors, l'antibiothérapie par voie orale chez le nouveau-né, dans les pays à moyens limités. Quand on prend par exemple l'exemple de l'Inde, où il y a 1,5 milliard habitants, en 2015, il y a eu 696 000 décès de nouveau-nés, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Ça veut dire des tout petits. Et les décès néonataux, 100 000 décès par année et chaque année, dont la plupart sont liés aux infections. Et l'OMS recommande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, traitement par Penny-Janta. Ce qui pose un énorme problème, parce qu'il faut hospitaliser ces enfants. Dans un pays où il y a une population qui a des revenus faibles, où l'alternative n'est pas toujours possible, où il va falloir à ce moment-là superviser les soins, ils n'ont pas suffisamment de personnel qui peut superviser les soins, et donc ils font appel à ce qu'on appelle... Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça en France, ce sont des auxiliaires, enfin ce sont des infirmières, auxiliaires infirmières, sages-femmes. Ils font un peu de tout. Ce sont des sages-femmes qui font également infirmières en même temps, ou par des agents de santé. Donc vous voyez, il y a une double limitation des moyens. Premièrement, la non-disponibilité des médicaments et la non-disponibilité du personnel efficace. Et quand on regarde les germes-en-cause, vous voyez le streptocoque B, soit en Afrique ou l'Asie du Sud-Est ou n'importe où, il ne représente même pas 15 à 20%, entre 8 et 15%. Les germes les plus fréquents, ce sont essentiellement les grammes négatifs. Même les Escherichia coli ne représentent pas grand-chose. Alors, donc, du coup, une écologie qui est complètement différente par rapport à celle qu'on voit en Europe. Donc, utiliser un traitement, par exemple, par l'amoxicilline perrose dans ces pays, c'est quand même un peu aberrant. Et puis, les critères cliniques ne sont pas très clairs. Quand on regarde les critères cliniques qui ont été rapportés, on voit, par exemple, qu'il y a les critères de Bailly, il y a les critères de... Il y a une erreur il manque un N, de Banki. Et il y a les critères également du groupe d'études sur les infections néonatales chez le jeune enfant. Et chacun met son nombre de critères. Il faut au moins 2 signes pour celui-là, il faut au moins un signe pour celui-là, au moins un signe pour celui-là. Ça veut dire que vous avez un certain nombre de critères cliniques qui ne sont pas très clairs, qui ne sont pas homogènes. Ce qui multiplie un petit peu les écueils aussi à ce niveau-là. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a des études multicentriques qui sont assez larges, qui ont montré quoi? Qui ont montré, par exemple, quand on prend cette étude qui est faite sur 5 sites dans 3 pays d'Afrique, avec une organisation très particulière. Ça veut dire que les enfants sont visités à domicile par des agents de santé à J0, J3, J7, J14, et ainsi de suite, jusqu'à 2 mois de vie. Et ce sont les agents de santé qui vont déterminer quels sont les signes qui peuvent orienter vers une infection. Et à ce moment-là, ils vont proposer quoi? Ils vont proposer aux parents soit un transfert dans un centre hospitalier ou un centre où il peut y avoir une consultation, par exemple, par un pédiatre, ou bien suivre les enfants à domicile avec une antibiothérapie à domicile.
Et à ce moment-là, une fois que le protocole a été proposé, si les parents acceptent le protocole, à ce moment-là, les enfants sont traités à domicile par antibiothérapie orale en première intention. Bien sûr, il y a quelques critères d'exclusion, particulièrement les formes sévères, où dans ce cas-là, il faut transférer, même si les parents refusent, il faut insister pour le transfert dans un centre équipé. On voit quoi? On voit par exemple pour les enfants qui ont été traités par la procaïne pénicilline selon les recommandations de l'OMS, versus ceux qui ont été traités par l'amoxicilline associée à l'Agenta ou l'amoxicilline Péros associée à 2 jours de procaïne pénicilline. On voit par exemple que les nouveau-nés moins d'une semaine représentent le 1/3 de la population. Deuxième élément qu'on voit, c'est que les échecs de traitement ne sont pas aussi importants que ça, d'une part. D'autre part, ils sont presque comparables. Troisième élément qu'on voit, c'est que pratiquement la moitié des enfants sont nés à domicile. Ça veut dire que les grossesses ne sont pas surveillées et les facteurs de risque, on ne peut pas les connaître. C'est-à-dire qu'on connaît uniquement l'état clinique de l'enfant en post-natal. On n'a aucun critère sur la rupture de la poche des os, ni la fièvre maternelle, ni rien du tout. Donc il y a énormément d'éléments qui manquent. Donc on se base sur quoi? On se base sur des signes cliniques approximatifs, comme vous avez vu. Il y a les critères d'un tel, les critères d'un tel et les critères d'un tel. Et ces signes cliniques sont relevés par des agents de santé qui ne sont pas spécialement formés pour, et à ce moment-là, on traite. Donc la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on aurait traité ces enfants? Naturellement, il y a des enfants qu'on aurait traités et d'autres qu'on n'aurait pas traités. Et suite à ce foisonnement de données qui, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est, l'OMS a essayé de sortir une synthèse de tous ces éléments-là, en particulier en utilisant les études randomisées. En 2015, elle publie à ce moment-là une synthèse d'une 40aine de pages dans laquelle elle utilise, enfin il y a un groupe d'élaboration des recommandations de l'OMS qui veut faire une synthèse en prenant, par exemple, pour simplifier l'antibiothérapie, il prend 5 scénarios avec 4 critères par scénario. Donc, dans ce cas-là, on prend comme élément de base la recommandation de l'OMS, Penny-Janta. Toutes les 12 heures intramusculaires, ça fait 14 injections intramusculaires. Et on élabore un certain nombre de protocoles. Soit une antibiothérapie, donc les protocoles ils vont venir. Donc, un certain nombre de protocoles, soit une antibiothérapie injectable pendant 7 jours, plus une antibiothérapie orale combinée, soit une antibiothérapie injectable pendant 2 à 3 jours et un relais Péros, soit d'emblée une administration de l'antibiothérapie par voie orale. Et pour chaque situation, ils ont déterminé 5 situations cliniques. Les enfants qui ont une possible infection bactérienne sévère, d'autres qui ont probablement une pneumonie déterminée sur un critère qui est une fréquence respiratoire supérieure à 60 par minute, c'est-à-dire une polypnée, ou bien ceux pour lesquels il y a une infection sévère suspectée, ça veut dire qu'ils ont des difficultés de boire, des difficultés de crier, des difficultés, donc une altération de la conscience, ou bien ceux qui ont une infection critique, ça veut dire des convulsions et des enfants qui sont léthargiques. Donc, en déterminant ce genre de critères, ils vont différencier différents types d'enfants. Et pour chaque enfant, ils se sont posés 4 questions. Premièrement, quelle est la population cible? Alors, ils ont distingué la population des tout-petits, 0,6 jours, et puis 7 jours à 2 mois. Et puis, ils ont fait une comparaison entre ceux qui... une comparaison dont ceux qui ont été traités selon le protocole de l'OMS versus, c'est-à-dire des études randomisées. Et puis, ils ont regardé le devenir de ces enfants en étudiant bien sûr les échecs, les rechutes et le décès. Et je passe sur celle-là parce que je vous ai déjà parlé de celle-là. Les critères cliniques, je vous ai déjà parlé, donc des critères cliniques qui sont assez disparates, mais on trouve à peu près la même chose. C'est respiration rapide, le tirage sévère, fièvre, hypothermie, les enfants qui sont complètement léthargiques, même à la stimulation, difficulté de boire, donc un certain nombre de critères qu'on a vus tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils réalisent? Ils réalisent que finalement, le fait d'organiser un suivi améliore déjà de 1,35% le devenir des enfants.
Ça veut dire que le suivi par un agent de santé améliore déjà, d'une part. D'autre part, il différencie deux situations. Ceux pour lesquels il y a la pneumonie et ceux pour lesquels il y a une infection bactérienne sérieuse possible. Quand on regarde, par exemple, au niveau de l'utilisation de l'amoxicilline péros versus la pénicilline G, on s'aperçoit que finalement, il y a un peu plus d'échecs par rapport... le risque d'échec est comparable, le risque de décès est comparable pour les pneumonies. On va voir... je pense que les 4 minutes ne vont pas me suffire. On va voir tout à l'heure cette situation à part. Pour les infections sévères possibles, il y a eu, bien sûr, la comparaison de la pénicilline G associée au Bactrim. Il y a eu plusieurs scénarios. Le premier, c'est l'utilisation de la pénicilline G associée au Bactrim péros versus, bien sûr, le traitement standard. Et à chaque fois, c'est versus le traitement standard. On s'aperçoit que finalement, l'utilisation du Bactrim péros n'est pas aussi bonne que ça, parce que le taux d'échec est très élevé et le taux de décès est très élevé. Quand on regarde la ceftriaxone IM versus le protocole OMS, il y a un nombre d'échecs qui est plus élevé et un nombre de décès un tout petit peu plus élevé. Ce qui marche probablement de manière assez significative, c'est l'association de la Janta IM associée à l'amoxicilline péros pendant 7 jours, ou bien de la procaïne pénicilline associée à la Janta pendant 2 jours, et l'amoxicilline péros, ou bien la Janta toute seule, plus l'amoxicilline péros pendant 7 jours. Ces protocoles-là semblent un peu plus intéressants que le protocole OMS de l'association Péni-Janta. Et toutes ces études sont randomisées et elles montrent quoi? Elles montrent qu'on peut diminuer le nombre d'intramusculaires à 2, voire 4, voire 6 intramusculaires au lieu de 14, avec en tous les cas, en évitant de mauvais résultats. Mais on n'aura pas de meilleurs résultats. Alors, il y a une étude hollandaise qui a également comparé la voie orale par rapport à la voie intraveineuse en disant, est-ce que... Et là, ils ont comparé sur un modèle de non-infériorité et non pas d'égalité. Et cette étude est faite dans 17 CHU des Pays-Bas. Ils ont pris comme critère d'inclusion les enfants qui sont à terme ou proches de terme, des nouveau-nés qui ont probable infection, avec des critères d'exclusion ceux qui ont des infections sévères ou pour lesquels les parents sont incapables de donner des médicaments par voie orale. Et leur protocole d'étude, il est basé sur les nouveau-nés qui ont une suspicion d'infection, pour lesquels on fait un bilan, bien sûr, avec une émoc. On fait un dosage de CRP-PCT H48, et ils ont H48 de vie. Il y a une randomisation. Donc, il y a un groupe qui est traité par voie orale, clamoxyl ou plus acide clavulanique, et un groupe qui est traité par le protocole Péni-Janta. Et à ce moment-là, il y a une sortie à domicile pour ceux-là vers le 4e jour. Et ceux-là, ils sont hospitalisés, ils ont continué leur... et ils sont revus régulièrement. Et 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Et puis, on a collectionné les selles pour regarder leur microbiote. Qu'est-ce qu'ils rapportent comme résultat? C'est que parmi ces enfants, il y en a eu 500 et quelques, 550, 250 dans chaque bras, et on s'aperçoit que finalement, le taux de réinfection est identique par la voie orale et la voie intraveineuse. Les effets adverses sont presque identiques. Alors, dans cette étude hollandaise, on a 50% d'effets adverses. Dans les études qui sont faites par l'OMS, il y a 0% d'effets adverses. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'effet adverse. Par exemple, pour les Hollandais, une piqûre avec un petit bleu, c'est un effet adverse. Un enfant qui rejette après son médicament, c'est un effet adverse. La durée d'hospitalisation, naturellement, elle est plus courte quand on utilise la voie orale. Et là, il conclut en disant la voie orale n'est pas inférieure à la voie intraveineuse pour certaines pathologies. Ça veut dire les enfants qui ont des critères de possible infection, mais qui n'ont pas de forme ni sévère ni grave. Alors, quand on donne ces médicaments, est-ce qu'on connaît leur pharmacologie? Oui, on connaît une part de la pharmacologie, parce que dès 1975, il y a eu déjà une étude prospective qui a dosé les antibiotiques chez 27 nouveau-nés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que certains médicaments, si vous prenez par exemple l'orbénine et que vous l'associez à l'ampicilline, vous avez un effet antagoniste. Vous avez une baisse, alors que quand vous utilisez l'orbénine toute seule, vous avez une absorption qui est bien, avec un taux sérique qui est bien, mais quand vous l'associez par exemple avec l'ampi, vous voyez exactement l'effet inverse qui se passe. Ça veut dire que quand on donne une antibiothérapie par voie orale, on ne peut pas associer n'importe quoi. Parce que parfois, on va chercher un effet synergique et on tombe sur exactement l'effet inverse. Alors que l'ampicilline, par exemple, ou l'amoxicilline sont très bien absorbés par voie orale.
Et la même chose, la même étude qui montre quoi? Qui montre que finalement, la concentration et les antibiotiques qui sont donnés par voie orale, les pics sériques sont variables. Ils mettent plusieurs heures avant d'avoir un taux stable. L'absorption est lente. Et surtout, il y a certains antibiotiques qu'il faut éviter comme association, en particulier les macrolides associés à l'ampicilline, parce qu'il y a un effet d'antagonisme et non pas... En 88, il y a une étude qui est faite par Elisabeth Autré à Tours à propos de 21 nouveau-nés qui ont reçu de l'amoxicilline par voie orale. Ils ont fait un dosage sérique. Et ce sont des enfants qui sont à terme, pour lesquels il y avait des critères d'infection simples. Et on s'aperçoit que quoi? Que finalement, la même chose, l'absorption est bien, sauf que, vous voyez, les valeurs pharmacologiques, elles sont quand même extrêmement variables. Ah, là, c'est la voie orale, donc il n'y a pas de dosage immédiat. Là, c'est juste après la dose de charge, donc on a un dosage. Et là, on voit que finalement, les taux sériques sont extrêmement variables. Je pense que je dois conclure, c'est ça? Alors, en commentaire, donc cette étude, elle conclut à quoi? Elle conclut que l'amoxicilline perros est bien absorbée, qu'elle est probablement une alternative à la voie intramusculaire, mais il faut l'utiliser probablement que dans les formes suspectes ou bien comme relais à la voie intraveineuse après au moins 1 ou 2 jours d'antibiothérapie efficace par voie intraveineuse. Je passe directement à la conclusion. C'est dommage parce qu'il reste une dizaine de diapos qui sont magnifiques. Mais tant pis pour vous. Alors, je vais vous montrer ces 2 dernières diapos avant de conclure. Celle-là, c'est une diapo qui montre quoi? C'est une étude sur les pneumonies définies par des tachypnées du nouveau-né. Et ceux qui sont en vert, ce qu'on appelle les abondants. Ça veut dire des enfants qui ont eu une dérogation au protocole. Et ceux qui ont en bleu, ce sont la pénicilline plus gentamicine. Et ceux qui sont en rouge, ce sont l'amoxicilline orale. Et ça, c'est quoi? C'est la proportion des enfants qui restent polypnéiques. Ça, c'est le pourcentage. Et vous voyez, pour ceux qui ont abandonné le protocole, ils ont reçu 24 heures ou 48 heures de traitement alors que c'était 8 jours, vous avez une diminution de la polypnée qui reste un tout petit peu supérieur à ceux de base, mais il y a une amélioration physiologique de leur polypnie. De la même manière, pour ceux qui ont abandonné en vert, ça veut dire qu'ils ont arrêté le traitement ici, il y a une amélioration de la médiane de leur fréquence respiratoire de manière significative, comme les autres, alors que le traitement a été abandonné. Ça veut dire que parmi ces enfants, il y a certains enfants qui ont été traités alors qu'ils auraient pu s'améliorer de manière spontanément. En conclusion, donc, il n'y a pas d'indication à une antibiothérapie orale. Il n'y a pas d'antibiothérapie orale s'il n'y a pas d'indication bien posée. La même chose, l'antibiothérapie orale, elle serait efficace s'il est en relais à la voie intraveineuse et non pas d'emblée. Il faut tenir compte des effets secondaires. Donc, quand on veut prescrire une antibiothérapie orale, il faut choisir quoi? Le bon malade, la bonne famille, ceux qui vont s'occuper d'administrer le médicament à heure fixe, et le bon moyen de surveillance, parce qu'il faut le surveiller à domicile, la bonne information à transférer aux parents, la bonne maladie, c'est-à-dire qu'il y a telle pathologie que je peux traiter, et puis il faut donner des bons conseils. Donc si on n'a pas tous ces éléments, il est très difficile de commencer une antibiothérapie orale chez le nouveau-né. Merci. Merci.